Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter comme chaque semaine les faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions et de prendre, s'il en est encore possible, de la distance face au flux incessant de l'information. Bonjour Robert Zuilly. Bonjour Didier. Vous êtes psychologue et expert des émotions. Vous avez également créé Work Well Together. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous allez nous aider à gagner en flexibilité mentale parce qu'aujourd'hui vous êtes notre psy-entraîneur. Alors nous allons observer l'actualité, 4 faits marquants cette semaine. Pour commencer encore, et toujours depuis quelques semaines, quelques mois, la guerre en Ukraine face aux avancées tranchantes de l'armée ukrainienne. Poutine espère une stabilisation de la situation militaire. L'Ukraine avait annoncé regagner du terrain dans certaines régions de l'Est. Après ses succès au sud et au nord-est, le président ukrainien s'est félicité de la reprise de 3 nouveaux villages, assurant que le mouvement continue. Robert Zuilly, avec quelle émotion sommes-nous impactés face à cette actualité ? Alors, bien sûr, ça dépend du soutien ou pas qu'on a à l'égard de l'Ukraine et de la situation terrible qui se passe là-bas. Mais en tout cas, si on est pro-ukrainien, parce qu'on trouve que c'est pas normal ce qui se passe, on peut ressentir au fond, et peut-être c'est un contre-pied, mais on peut ressentir de la joie au fond, parce que se dire voilà un petit qui se défend et qui réussit à reconquérir du terrain, bah finalement, évidemment, ça, je vais pas exulter, je vais pas être en joie parce que c'est trop attaché à des choses qui sont douloureuses. Mais au fond, il y a derrière cette joie, il y a un brin peut-être d'espoir, peut-être un brin d'optimisme, et c'est le moyen de se dire que même dans des situations qui nous paraissent potentiellement perdues d'avance, il y a toujours une petite lumière qui peut nous attirer, qui peut nous permettre de sortir de situations complexes. Est-ce que c'est pas vieux comme notre humanité, David et Goliath ? Ben oui, c'est bien sûr, c'est à ça qu'on peut faire référence. On se dit qu'il y a un poids et un déséquilibre, évidemment, mais en même temps, on se rend compte que ce Goliath, ses pieds d'argile, c'est dans la manière dont est structuré peut-être son système. Parce qu'au fond, quelle est la liberté des combattants ? Quelle est leur envie véritablement de se battre et de défaire un ennemi dont on ne comprend pas exactement la valeur ? Tout ça, c'est des éléments. Si j'étais un homme d'entreprise qui devait comprendre cette guerre sous l'angle de la rentabilité, je me dirais, mais on va pas faire beaucoup de profit parce que nos gens, probablement nos troupes, elles sont pas assez conscientes des enjeux et des risques potentiels dont on nous parle, mais auxquels peut-être on ne croit pas, puisqu'on voit aujourd'hui tous ces gens qui essayent d'éviter d'être enrôlés dans l'armée. Moi, j'entends des Russes qui vivent en France et qui devaient faire des voyages en Russie, parfois pour des raisons personnelles douloureuses, et qui ne le font pas, les hommes, parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir revenir. Et donc, il y a quelque chose de la perte de crédibilité, et c'est aussi une source d'espoir pour les combattants ukrainiens. Et c'est dommage d'en arriver là, parce que ça pose la question de ce qui motive profondément Monsieur Poutine. On peut avoir quelques idées, mais ça pose aussi des questions sur sa propre manière de gérer ses émotions. Mais là, c'est probablement un autre débat. Mais ça pourrait être un vrai sujet de conversation. Et avec le temps et au fil de l'histoire de David et Goliath à aujourd'hui, toujours cette humanité qui nous interroge. On pourrait y voir là-dedans de la tristesse au fil de l'histoire, au fil des événements, des conflits, des territoires toujours. Et encore, est-ce que l'homme, avec un grand H, n'est-il pas en capacité de tirer leçon de toutes ces batailles de territoire à travers nos histoires ? C'est une vraie interrogation. Comment se fait-il que l'histoire devrait nous enseigner un certain nombre de leçons, et comment se fait-il que l'être humain ne sache pas tirer conclusion de ces
de cette histoire. Et il y a un élément qui est justement en lien avec nos émotions. C'est qu'on peut tous comprendre l'histoire, mais tant qu'on ne l'a pas éprouvée, tant qu'on ne l'a pas vécu intérieurement, on ne peut pas l'intégrer. Et donc ça reste théorique pour tous ceux qui apprennent l'histoire dans les livres. C'est pour ça que l'histoire se répète. Et c'est pour ça exactement que l'histoire se répète, parce que tant qu'on ne l'a pas éprouvé, on ne peut pas comprendre. Et on ne peut pas l'intégrer et grandir, à moins de le transmettre à travers ses blessures émotionnelles à sa descendance. Mais ça veut dire qu'il y a un lien affectif. Là, oui, c'est possible. Mais sinon, regarder l'histoire dans les livres, oui, je le comprends. Mais si émotionnellement, ça ne m'impacte pas personnellement, je serai plutôt en difficulté pour l'intégrer et m'en faire une source d'inspiration profonde. Alors pour muscler son corps, pour rester flexible et souple avec son corps, il faut faire des exercices. Et là, c'est pareil avec sa santé mentale. Et vous allez nous faire un exercice, nous allons changer d'angle émotionnel et observer cette actualité de l'Ukraine avec un autre regard, avec une autre perspective. Et oui, je trouve ça très intéressant, Didier. Je vais tourner la roue, bien sûr. Mais je trouve que cet exercice, il est très intéressant parce qu'il nous enseigne à chacun qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir le monde. Et c'est un peu le but de cette émission, de se dire ça. D'accord. Changer de registre. Je commence à comprendre. Il aurait fallu que vous m'expliquiez, Didier. Alors, je me permettrai pas, enfin. La colère. Et oui, il y a de quoi être en colère. Justement, vous disiez comment se fait-il qu'on ne tienne pas compte de l'histoire? Comment se fait-il que M. Poutine n'ait pas dépassé sa colère et qu'il n'ait pas trouvé d'autres moyens de réparer son préjudice que d'attaquer un petit pour restaurer son estime de soi? C'est là, au fond, qui se joue. Et c'est ce que vous nous dites comme psychologue clinicien. C'est possible que je dise ça. Actu 2 de cette semaine. Oui. Juliette Binoche, Julie Gaillet, Isabelle Adjani, Marion Cotillard, beaucoup d'artistes, se coupent une mèche de cheveux cette semaine pour soutenir le soulèvement des Iraniennes. En soutien aux femmes iraniennes qui manifestent chaque jour au péril de leur vie depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une cinquantaine d'artistes et de chanteuses françaises, en effet, se filment en train de se couper des mèches de cheveux et elles le diffusent sur les réseaux sociaux. Un écho au geste d'Iraniennes qui se coupent les cheveux ou se rasent la tête en signe de protestation. Comment on peut, là aussi, comprendre l'émotion qui est impactée? Alors, là, vraiment de manière massive, pour moi, la première émotion que suscite ce qui s'est passé, c'est la colère. Parce que c'est totalement injuste. Rationnellement, on peut se dire, mais on est en 2022 et comment se fait-il que des femmes, quelque part sur cette planète, n'aient pas une liberté qui leur permette de vivre comme elles l'entendent? C'est insupportable. Et en même temps, ce geste fait par ces personnalités, il y a quelque chose à la fois de très beau, mais qui aussi peut perturber certains au plan émotionnel. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous, quand nous régulons nos émotions, on a besoin de le faire dans certains registres. Il y en a, ils ont besoin de faire des actions concrètes. Bon, qu'est-ce que je vais faire si il se passe ça? Je vais changer les choses et je vais intervenir de manière tangible, mesurable. Ça va changer les faits. Là, c'est impossible quand on est en dehors de l'Iran. Et donc, on est dans une traduction émotionnelle qui a une valeur symbolique. Pour certains qui sont dans le réel, comme souvent je l'évoque, ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire, moi aussi je peux me couper une mèche de cheveux, et ça ne veut rien dire. Franchement, c'est facile. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Quelqu'un qui est dans le réel, ça n'a aucune valeur pour lui. Mais pour un grand nombre de personnes, pour qui la symbolique est forte, parce que la symbolique, elle a une valeur collective qui peut nous transcender. Eh bien, de faire ce geste, ça montre à ceux qui sont concernés qu'on les respecte et qu'on les considère. Et c'est ça la dimension symbolique. C'est de montrer aux autres qu'ils existent et qu'il y a quelque chose de nous qui n'a pas beaucoup de valeur, mais qu'on peut nous ôter pour montrer qu'on est avec ces gens-là. Je suis avec toi, je te comprends. C'est ça. Nous changeons d'angle émotionnel et nous observons cette actualité aujourd'hui. Robert Zuli, vous allez vers la colère. À nouveau, puisqu'on en parlait de la colère. Alors, la colère à certains niveaux, quand elle se renforce, elle appelle à la révolution. Vous savez, l'extrême gauche se nourrit de la colère.
chez nos électeurs. C'est-à-dire pas que l'extrême gauche peut-être. Non, mais je donne l'exemple de l'extrême gauche parce que c'est presque caricatural et il n'y a pas de jugement de valeur chez moi quand je dis ça. Mais l'extrême gauche, elle se nourrit de cette capacité qu'on a à lutter contre les inégalités, contre les injustices. L'extrême droite, c'est plutôt la menace que représente l'étranger, la dissolution de l'identité, etc. Mais ce qui est intéressant ici avec cette colère, et pourquoi on peut faire le lien avec la Révolution, parce que justement quand on est très en colère, on a envie de renverser les choses. Et là, ça peut venir de l'intérieur. Et donc cette colère peut être mise en scène, et quand je dis mise en scène, c'est pas un trucage, mais par le peuple, pour changer les choses. Et c'est là où la colère, même si je considère jamais que la colère en soi est agréable à ressentir, elle peut avoir des effets bénéfiques, parce qu'elle peut changer le monde. Et là, c'est un espoir, mais on ne maîtrise pas, nous, de l'extérieur. Surtout quand, en plus, il y a un gouvernement français qui essaye de négocier avec l'Iran sur des sujets nucléaires. On se dit, ça peut renforcer la colère chez certains qui se disent, mais pourquoi on fait ça ? On est en train de discuter à la même table avec des gens qui respectent rien, et nous, on les respecte. Donc là aussi, au plan symbolique, pour certains, ça peut être très fort en termes de colère ressentie. Je pense que vous seriez d'accord pour dire que nous aurions aussi pu parler de peur. La peur qui est exercée peut-être par les hommes et par une vision très amplifiée, peut-être même détournée d'une religion pour faire croire que c'est comme ça et pas autrement, et que la peur est le mobile pour faire agir dans le sens peut-être choisi par tel ou tel gouvernement. Et ça nous renvoie à ces peurs qui confusent et qui font amalgame. Mais ce qui est compliqué avec cette peur-là, c'est qu'elle fait que le peuple se sent menacé. Et quand on se sent menacé, on est immobile et on ne peut rien faire. Nous allons faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après pour la roue des émotions. Il sera question de la pénurie d'énergie et sans aucune transition, un fait divers. Ce médecin est accro à la pédopornographie qui a été dénoncé cette semaine. Le Psychodon, Agir pour la santé mentale présente Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Deuxième partie de la roue des émotions et je reçois Robert Zuilly, psychologue, expert des émotions, fondateur du jeu Emotion Games et de Work Well Together. Nous en étions à la 3e actualité repérée cette semaine. J'en parlais, pénurie d'énergie avec un plan de sobriété énergétique annoncé. Le combat ne s'arrêtera pas à l'hiver 2022-2023, assure Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition écologique. Le gouvernement présente jeudi son plan de sobriété énergétique. Il le redéploiera au cours de la semaine prochaine. Cela est destiné à préparer un hiver difficile, sans gaz russe et avec de nombreux réacteurs nucléaires arrêtés sur notre territoire. Déjà, des universités ont annoncé fermer leurs portes plusieurs jours durant cet hiver pour faire des économies. Et des écoles primaires baisseront la température du chauffage. Robert Zuilly, avec quelle émotion collective pensez-vous que nous sommes impactés ? Ici, on peut mettre en avant la peur. Alors évidemment, quand on se pose à chaque fois toutes ces questions, Didier, on pourrait se dire, oui mais au fond, il y a la peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût, la surprise, il n'y a pas tellement de variantes. Mais ce qui est intéressant avec nos émotions, c'est qu'il y a une richesse dans la nuance. Et si je parle de la peur... là, vis-à-vis de cette pénurie, ce risque de pénurie, ça fait la différence avec l'autre peur quand on parlait de l'Ukraine où on se sent menacé. Là, dans cette peur, elle nous confine à quelque chose qui fait qu'on est maître de rien. Aujourd'hui, moi, dans mon foyer, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, je suis dépendant des tiers. Et donc, ça me met dans un niveau d'incertitude qui, en fonction de ma sécurité psychologique, est très variable. Et là, ça dépend vraiment de l'individu. Parce que certains qui peuvent se sentir plus en sécurité, d'abord parce que financièrement, ils peuvent se permettre de payer, ils s'en fichent, c'est pas un sujet. Mais ceux qui ont des moyens limités, c'est très questionnant parce que ça veut dire qu'ils vont devoir faire des choix. Et ces choix, ils sont pas faciles à faire. Qu'est-ce que je privilégie ? Où est-ce que je mets mon argent ? Est-ce que je décide d'arrêter les activités de mes enfants pour pouvoir me payer de l'électricité ? Est-ce que je décide de, malgré tout, préserver notre confort et tant pis si on mange un peu moins bien ? Je suis un élu, j'écoute Sud Radio sur un territoire. Est-ce que je décide de fermer ma piscine municipale ?
Oui, et donc comment je redeviens maître de la situation. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où on peut récupérer de la liberté, c'est dans les choix qui nous sont offerts. Et c'est pour ça que les émotions négatives, comme la peur, et quand je dis négative, c'est pas péjoratif. C'est négatif parce que quand on ressent une peur, c'est pas agréable. Après, la conséquence peut être favorable. Mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, il y a des peurs qui nous laissent pas le choix. Totalement. C'est-à-dire qu'en Ukraine, on n'a pas le choix. Il faut se défendre. Ici, on maîtrise pas, mais on a du choix. C'est-à-dire qu'on a une liberté dans notre mise en œuvre des éléments qui vont nous permettre de gérer la situation. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout sur les mêmes registres de la peur et pourtant c'est le même mot. On peut être angoissé en Ukraine, on peut être inquiet ici, avoir de l'appréhension, et même certains d'entre nous peuvent se sentir angoissés parce qu'ils n'ont aucun moyen et qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Mais vous voyez ces nuances-là, et c'est ça qui est intéressant avec nos émotions, c'est que ça nous renvoie de toute façon chacun à quelque chose qui est intime en nous. Et c'est ça que ça interroge l'émotion. C'est notre rapport à nous-mêmes. Parce que si je suis en sécurité intérieure, il y a des choses que je vais gérer bien plus facilement. Si je ne suis pas en sécurité intérieure, je vais être très angoissé et je vais vouloir tout maîtriser. Je ne vais pas lâcher prise. Je vais peut-être m'épuiser d'ailleurs. Hein, mais chaque expression parle de nous à chaque fois. Et puis la peur que nous ressentons, nous ne la ressentons pas tous de la même façon, avec la même force, avec le même prisme, en fonction de nos histoires et de notre moment de vie. Est-ce que vous voulez bien tourner la roue des émotions? Et nous changeons de registre. La tristesse. La tristesse. Oui, la tristesse, ça nous impose de savoir renoncer. Si on ne sait pas renoncer, ça peut nous mettre en colère. Mais quand on sait renoncer, ça veut dire qu'on accepte. Ça ne veut pas dire qu'on se soumet. Et c'est ça qui est difficile avec cette tristesse. C'est est-ce que j'accepte la réalité et je me dis bon bah d'accord, je suis déçu, mais tant pis et je rebondis, ou est-ce que je me focalise sur la perte à laquelle ça me confronte et je me dis mais c'est quand même dingue. On est dans un pays où il y avait plein de centrales nucléaires, on nous avait fait plein de promesses et regardez, il y en a combien en panne là? 3. C'est insupportable. Et j'ai vraiment de la peine parce que je peux me dire que nos dirigeants, ils savent pas gérer la France, franchement. Et vous voyez, ma tristesse, elle est teintée de colère un peu. Et puis, je peux être triste parce que je me dis, mais attends, on va où? Je suis déçu de ce qui se passe. Mais au fond, demain, où est-ce que ça va nous mener? Et là, vous voyez, ma tristesse, elle va se colorer d'un peu de peur. Si je suis dans la tristesse et seulement dans la tristesse, je vais me dire, le monde a changé. Et ce monde qui a changé, on le retrouvera jamais comme il était avant. Il y a une forme de deuil peut-être à effectuer. Et il y a une forme de deuil à faire, qui n'est peut-être pas légitime au sens strict du terme, mais dont certains d'entre nous pouvons avoir besoin pour passer à autre chose. Et donc, ça veut dire qu'il faut savoir oublier ce qu'on avait avant et pour accepter le présent. C'est pas forcément la meilleure façon de faire le deuil. Parce que le mieux, c'est probablement d'en parler et de partager ce qu'on ressent avec nos proches et ceux avec lesquels on sent confiance. Mais je peux avoir cette lecture de la tristesse et il faut savoir les accueillir, nos émotions. On pourrait aussi accueillir sur ce sujet la surprise, et vous l'abordiez en trame de fond, comment un grand pays comme la France, qui fabrique des avions avec ses partenaires européens, qui lance des fusées avec Ariane, qui est un leader mondial avec des grandes marques que nous saluons comme Dior ou Chanel, comment peut-il être aussi dépendant de conflits à nos portes pour que l'on n'ait plus de gaz, plus de chauffage? Comment cela n'a-t-il pas été plus anticipé que la moitié de nos centrales nucléaires sont quasiment à l'arrêt dans cette période? C'est quand même très surprenant. C'est quand même très surprenant. Autre actualité et sans aucune transition à Paris, un médecin accro à la pédopornographie, addictologue, dénoncé par un informaticien. Cet homme de 69 ans, praticien dans un hôpital à Paris, a été confondu après sa venue chez un réparateur informatique à qui il avait demandé de récupérer des fichiers qu'il avait pourtant supprimés. Les enquêteurs ont mis au jour des milliers de vidéos mettant en scène des enfants dans des situations pornographiques sur son disque dur. À quelle émotion cela semble impacter les personnes que nous sommes, vous et moi, et puis dans nos entourages et les auditeurs. Oui. Je cite peu souvent le dégoût. Mais là, il y a de quoi être dégoûté.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, de par son métier, a une certaine autorité, légitimité, qui doit inspirer confiance. Et il abuse de la confiance. A priori, je ne connais pas l'histoire, mais on pourrait considérer qu'il abuse de cette confiance pour tirer parti de sa perversion. Et le dégoût, c'est quelque chose de très fort, qui fait que vous ressentez quelque chose de négatif et de douloureux à l'encontre de quelqu'un. C'est insupportable. C'est insupportable et ça peut donner envie de faire des choses violentes parce qu'on se dit mais c'est pas acceptable ce genre de choses. Surtout quand on est père de famille ou parent, on se dit mais on peut pas accepter ça. Moi si je le vivais, j'aurais juste envie. C'est tellement je suis dégoûté de me venger. Alors que nous ne réglons pas la justice de façon individuelle dans notre pays. Exactement. Quoique les réseaux sociaux parfois nous tournez la roue des émotions. Oui. Et vous êtes tombé sur quoi? Sade. Oui, c'est triste. C'est profondément triste. C'est triste et douloureux parce que ça nous confronte à la part la plus sombre de l'âme humaine. L'homme est capable de choses extraordinaires. Et c'est ce qui le distingue dans cette humanité peut-être des autres espèces. Mais il est aussi capable des plus viles réponses. Et on en trouve encore. Et tout à l'heure, on faisait référence à l'histoire. On devrait se dire que des choses comme ça ne devraient plus exister. Et pourtant, ça existe. Et ça parle de ce problème qu'ont certains d'entre nous à être au clair avec les limites que nous autorise la civilisation, les règles de vie ensemble. Et là, on se rend compte que certaines personnes se considèrent toutes puissantes et s'autorisent à faire des choses qui sont inacceptables et qui vont faire souffrir les gens et qui vont les traumatiser bien souvent sur des longues périodes. Donc oui, c'est profondément triste de se rendre compte qu'il y a encore ce genre de personnalité qui agit et qui fait terriblement de mal. Vous le savez mieux que moi, Robert Zueli, parfois une émotion peut être observée de façon complètement paradoxale. La peur est parfois au service, elle nous alerte. La peur dans cette actualité-là, c'est de dire aux jeunes, attention sur les réseaux sociaux, attention les vidéos que vous publiez, tout cela, ce sont parfois des mécanismes qui sont des mécanismes de terreur ou de ténèbres. Donc la peur, parfois, elle est constructive. La peur, parfois, est une alerte nécessaire à chacun d'entre nous. Mais toutes nos émotions sont utiles et c'est ce qui fait que nous sommes encore une espèce vivante sur cette planète. Robert Zueli, merci de votre présence et à très bientôt. C'est toujours un plaisir de vous entendre commenter l'actualité, de nous aider à l'observer par le prisme de nos émotions. Émotions tristes que je vous partage. Nous disons au revoir à la chanteuse Loretta Lynn, légende de la musique country, et qui nous a beaucoup animés au fil de nos vies. Une pensée pour les aidants familiaux qui ont eu leur journée cette semaine et qui sont aux côtés des personnes vieillissantes ou des personnes en situation de handicap. Chaque jour, elles partagent leurs émotions les plus variées, les plus diverses, les plus joyeuses ou les plus tristes. Si vous êtes à Paris, je vous donne rendez-vous ce lundi, 10 octobre. C'est la journée mondiale de la santé mentale. Les rencontres de la santé mentale et du travail, les chiffres seront dévoilés pour la santé mentale des Français lundi 10 octobre à 9h. Et le soir, si vous êtes à Paris, eh bien, tous au théâtre La Bruyère, où les humoristes nous feront rire avec un spectacle. On ne rigole plus avec la santé mentale. Les informations et inscriptions, un peu de pub, www.psychodon.org. Merci à vous Robert Zueli, merci à vous toutes, à vous tous. Plaisir. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Au revoir, merci beaucoup. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h. Didier Meyran. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.